c'est une des solutions, on parle de traiter le plus en amont possible Ouais, c'est ça. et de faire en sorte que l'eau Ruisselle le moins possible. Ouais. Okay. Alors même qu'on a construit des villes pour que ça ruisselle fort. Oui. Oui, ok. Je crois que j'ai saisi le paradoxe. Exactement. Bon, bah, on est de retour avec une table. Alors là, celle-ci, elle est incroyable. Si on peut l'afficher, elle est folle. Là, vraiment, gros GG dans le chat pour notre équipe d'illustratrices qui a fait un taf de fou. Il y a leurs Insta qui s'affichent à l'écran d'ailleurs. Donne une craie. Ah oui, une craie. Il faut quand même que je mette une référence très importante sur les dessins. Alors, parce qu'ils sont libres d'accès, mais quand même. Oui, mais donc. Ils ont voilà, été. On n'a pas écrit la source. Voilà. Voilà, donc c'est Méli-Mélo. Grès, donc ça c'est une association lyonnaise. Et ils ont, il y a un programme qui s'appelle Méli-Mélo, démêlons les fils de l'eau, où il y a pas mal de petites infographies comme ça et des petites vidéos sur le thème des eaux pluviales de manière générale. Et d'ailleurs, les acteurs des petites vidéos YouTube, c'est les comédiens de Kaamelott. Ouais, tu les as vus? Ouais, voilà. J'ai regardé, j'ai un peu jaloux quand même. Ouais. Ils ne voulaient pas venir? Ah bah, je pense que tu peux les inviter, mais ils n'étaient pas gratuits, quoi. C'est pratique, les chercheurs. Donc c'est quoi justement ces dessins? Ça évoque un peu l'idée dont on parlait tout à l'heure sur la ville. Ça, j'imagine, c'est la ville dystopique actuelle presque. Ouais, c'est ça, c'est la ville tuyau. Ouais, exactement. Et peut-être qu'on pourrait presque commencer par celui-là, parce que je pense qu'il permet mieux d'après identifier. Explique-nous comment ça se passe dans une ville. Voilà, exactement. Donc, dans une ville, globalement, il y a 3 types d'eau qu'on gère. Il y a l'eau potable, là, on ne va pas trop en parler là. Il y a les eaux usées, donc c'est les eaux domestiques ou les eaux usées, on dit la même chose, et les eaux pluviales. Et on pourrait même rajouter une dernière catégorie qui est l'eau de la nappe, dont on a parlé après, parce que quand même, elle nous intéresse. Donc, l'eau potable, elle est amenée dans les petites maisons. Et les petites maisons, là, ici, hop, les gens salissent cette eau, l'utilisent et les rejettent dans les eaux usées. Et les eaux usées, c'est ces fameux tuyaux bleus qui sont dessinés là sur le schéma. Dans la ville du 19e, 20e siècle, dans ces gros tuyaux, il y avait les 2 types d'eau. Il y avait les eaux usées et il y avait aussi les eaux pluviales. C'est ce qu'on appelle le réseau unitaire. On met tout dedans. Voilà, on a un réseau pour les eaux, toutes ces eaux-là. Exactement. Donc, quand il ne pleut pas, tout va bien. Le tuyau, il est dimensionné pour le nombre d'équivalents habitants. Donc, en gros, je ne sais pas, un Français lambda, il consomme 160 litres d'eau par jour. Bah, tu multiplies par le nombre d'habitants. Attends, c'est énorme. C'est ça le... Ouais. Ah ouais, ok. Bon. Bah, une chasse d'eau, c'est 15 litres, 20 litres, ça va vite en fait. Non, mais oui, ok, bah, c'est énorme. C'est la moyenne française, entre 150 et 180 litres d'eau, je crois que ça dépend. C'est une baignoire en fait. Oui, c'est ça. Et c'est que la consommation directe. On ne prend pas en compte l'eau qui a été utilisée pour la tomate que tu achètes dans ton supermarché. C'est juste l'eau chez toi. C'est juste l'eau que tu utilises toi. Ouais, c'est la douche, les WC, la consommation directe, la cuisson, le lave-linge. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, toute cette flotte-là, cette quantité d'eau, elle est facile à dimensionner si tu connais le nombre d'habitants que tu as dans ta ville. Et donc, tu es capable de dimensionner un tuyau qui est à peu près cohérent. Le problème, c'est quand il pleut. Quand il pleut, tu estimes un peu moins bien la quantité d'eau de pluie qui arrive dans ton tuyau. Et en plus, quand tu as des événements extrêmes qui arrivent donc un peu moins souvent que les autres avec des énormes quantités d'eau, tu ne peux pas te dire je vais construire un tuyau de 8 mètres de large juste pour gérer mes 4 événements extrêmes de l'année. Donc ton tuyau, il ne peut pas gérer de telle quantité d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Le long de son chemin, on a des ouvrages hydrauliques qui s'appellent des déversoirs d'orage. Donc en gros, si je fais ici mon tuyau avec ma quantité d'eau qui coule dedans, j'ai un espèce de seuil. Et quand mon eau dépasse, tant qu'elle est en dessous de mon seuil, ça va direction la station d'épuration des eaux qui nettoie à peu près ta flotte. Et quand tu as trop d'eau dans ton tuyau, ça déborde pour protéger la station d'épuration qui est notée STEP ici en rouge. STEP, c'est la station d'épuration. Ouais, STEP, c'est la station d'épuration. Pour éviter qu'elle soit saturée en eau et qu'elle ne puisse plus fonctionner. Voilà, c'est ça. On a ces déversoirs d'orage. Ah oui, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, il y en a partout.
Et ça déverse dans tes milieux récepteurs aquatiques, donc tes rivières, tes littoraux. Et il n'y a pas de traitement d'eau sur cette eau. Ah ben non, du coup là c'est très sympa, c'est un mélange d'eau usée et d'eau pluviale qui atterrissent en direct dans le milieu récepteur. Peut-être un truc que les gens se rappellent. C'est un déversoir ou un... Alors non, là c'est un collecteur visiblement qui est posé. Je ne pourrais pas te dire. Il est en PVC déjà, c'est plutôt pas mal. Là, les vieux collecteurs réseau unitaire qu'on a en ville, c'est plutôt du béton. Hein, c'est ce que je racontais tout à l'heure. C'est des trucs qui ont été construits il y a un paquet d'années. Enfin, il y a plus de 100 ans. Et donc, voilà, en temps de pluie, il se passe ça. Dans les années 70, on a commencé à faire un truc qui s'appelait le réseau séparatif. C'est-à-dire que tous les nouveaux lotissements, les nouvelles maisons qu'on construisait, eh ben, on faisait 2 tuyaux. Un tuyau pour les eaux usées et un tuyau que pour les eaux pluviales. Okay. En se disant, on va splitter les deux, comme ça on gère un peu différemment. Puis ces eaux pluviales, soit on les rejetait directement dans la rivière, soit dans le meilleur des cas, ça atterrissait dans des énormes bassins de retenue, on fait décanter, on infiltre tout doucement. Mais bon, ça coûte méga cher, parce que du coup tu doubles quand même ton kilomètre de tuyaux. Voilà, donc ça c'est un peu l'état actuel des choses. Il y a un commentaire qui dit, alors j'ai pas du tout la référence, est-ce que c'est la même idée que le Parthénon de Tokyo ? Je sais pas. C'est quoi le Parthénon ? Moi j'ai le Parthénon d'Athènes. Ouais. Mais... C'est Panthéon. Ouais. Non, Parthénon. Le Parthénon à Athènes. Non, je sais pas, Tokyo. Mais il n'y a pas beaucoup de tuyaux, je crois. Non. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Bon, continuons. Si j'ai la définition de Parthénon, on peut essayer de répondre, mais là, je sais pas. Et donc, du coup, une des façons, une des gestions alternatives, c'est de se dire, très bien, ce qui nous pose problème, c'est les eaux de pluie. Donc, en fait, on va désimperméabiliser. Alors, je vais faire des arbres à la place. Hein. Un reversoir souterrain des eaux de pluie. Voilà, on va désimperméabiliser et on va dire, l'eau de pluie, au lieu de la balancer dans le tuyau, on va faire en sorte qu'elle s'infiltre le plus près de là où elle tombe. Comme ça, déjà, il y en aura un peu moins que quand tu la canalises sur d'énormes kilomètres carrés de bassin versant dans des tuyaux. Elle va s'infiltrer là et du coup, elle ne sera pas dans les tuyaux. Donc, du coup, il y aura moins d'eau ici. Donc, on va limiter nos déversements de temps de pluie. Voilà. Donc, c'est une très bonne idée. Sauf que ça coûte cher et sauf que sur de l'existant, c'est pas facile à faire. Autant tu construis un nouveau quartier, tu peux direct le faire de façon propre, ou tu réhabilites un nouveau quartier, tu peux le faire de façon propre. Il y a des exemples grenoblois qui marchent pas trop mal. La caserne de Beaune, ça a été fait comme ça. Quand ça a été réhabilité, tous les petits immeubles qui sont derrière le terrain de jeu, toutes les eaux pluviales des toitures, elles sont infiltrées directement dans les petits jardinets et dans le parc. Quelque chose de neuf. Ou que tu réhabilites en y mettant les moyens, quoi, quand tu ne fais pas juste un coup de peinture, quoi, quand tu changes les sols. Mais sur une ville entière qui existe déjà, qui n'a pas été designée comme ça, c'est compliqué. Tu prends des centres-villes. Les vieux centres-villes, c'est des bons exemples. Place Grenette, je mets toujours cet exemple-là, mais tu peux rien faire. Tu peux pas débitumiser. Tu as la moitié du machin, c'est une plage pavée. Il y a des trucs qui sont c'est des bâtiments historiques. Tu peux pas les modifier. Tu peux pas mettre de toiture végétalisée parce que la structure, elle soutiendrait même pas. C'est hyper lourd et tu peux pas. Donc voilà, il y a quand même des problématiques sur certains quartiers qui sont on ne peut pas faire grand-chose. Mais sur tout ce qui est nouveau quartier réhabilitation, il y a des aménagements qui pourraient être cohérents. Le fait de désimperméabiliser, ça veut donc dire débitumiser, ça veut dire donc remettre de la végétation, parce que ça marche quand même bien. Et dans cette gestion, donc ce qu'on appelle gestion décentralisée, on ne centralise plus dans un tuyau, mais on décentralise cette gestion de l'eau un peu partout dans la ville, il y a plein de co-bénéfices dont on vante énormément les mérites. Les plus communs, c'est si tu remets de la végétation et des arbres, tu réaugmentes l'évapotranspiration et tu réduis les îlots de chaleur en ville. De gros boulevards, gros problèmes thermiques à Grenoble notamment. Voilà, des grands boulevards, tu mettrais des arbres qui font de l'ombre sur tes bâtiments, tout de suite, on arrive à faire chuter de quelques degrés. Voilà. Ce qu'on dit souvent aux étudiants, c'est quand ils quittent le campus au mois de juin, ils ont eu cours toute la journée, ils ont le bon goût d'aller boire une bière à vélo en prenant la piste cyclable de l'Isère. Quand tu quittes la piste cyclable de l'Isère au niveau de Grenoble, tu te prends quelques degrés dans la figure parce que ta ville, elle rayonne de béton. Alors que tant que tu étais proche de l'Isère ou du campus qui est plutôt vert, ça va beaucoup mieux. Voilà.
Donc cette gestion-là permet donc de limiter les eaux pluviales dans le tuyau et de limiter les déversements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les villes, elles sont payées pour ça. Voilà, donc ça c'est le mécanisme. Les îlots de chaleur urbains. Voilà, qu'on connaît tous bien hein, là maintenant. Donc le béton, la ville emmagasine à fond la chaleur et la restitue du coup la nuit. Et ce que la végétation fait, c'est qu'elle pompe l'eau. Donc une grosse partie de l'eau qui s'infiltre finalement si tu as des arbres et de la végétation. Elle ne s'infiltre même pas jusqu'à la nappe. Hein. On ne va pas dire qu'on recharge la nappe. D'eau par... Ah ouais, c'est l'arbre qui pompe. Il a besoin d'énormément d'eau, notamment quand il fait chaud. Et il la réévapore. Donc tu augmentes la vapeur d'eau ambiante. Donc tu as plutôt tendance à faire baisser les températures. Outre en plus les effets d'ombrage et autres cofacteurs bénéfices. Sur les co-bénéfices de cette gestion décentralisée, donc on a parlé de la lutte contre les îlots de chaleur. On s'est rendu compte aussi que si on veut que nos villes soient vivables et viables des années durant, il faut qu'elles soient agréables. Et ça, mine de rien, une ville végétalisée, pour le bien-être humain, c'est malheureusement très peu mesuré. Il faudrait des sciences humaines qui fassent des études poussées là-dessus. Mais il y a clairement ça. Le Covid a été un super bon facteur. Hein. Les gens ils se sont rendus compte de ce que c'était une ville où la nature reprend ses droits et elle va vite. Donc on retrouve des oiseaux, on retrouve des lézards, on retrouve des renards qui traversent la ville. Et ça, les gens, ils l'ont quand même bien vu. Donc voilà, il y a plein de co-bénéfices. Et ces endroits-là où tu dévégétalises, c'est aussi des endroits, comme le foncier en ville est cher, où tu t'arranges pour en faire des lieux avec plusieurs usages. Ce n'est pas seulement des lieux de gestion des eaux pluviales, ça peut être des parcs, ça peut être le terrain de foot. Voilà, quand il pleut, il est inondé, on s'en fout, tu ne vas pas faire ton foot quand il pleut. Et par contre, quand il fait sec, ça redevient un terrain de foot et les gamins y vont jouer. La plupart des parcs en ville, c'est déjà ça. Il y a sans arrêt souvent des noues, donc c'est des dépressions herbeuses qui sont inondées en temps de pluie. Ça, c'est volontaire dans le design des parcs. Ouais. De plus en plus, c'est aménagé comme ça. Tu as vraiment des creux. Et c'est pensé pour que lorsqu'il y a de la pluie, ça permette de capter de l'eau. Bon, celui qui n'est pas loin de chez vous, là, c'est le parc Valérien Perrin, Chaurier-Beria. Il y a vraiment cette noue qui est complètement inondée. Ça, c'est une des slides que tu nous as envoyées. Tu as mis dans les alentours de Grenoble plusieurs exemples de quartiers qu'on peut aller voir et du coup c'est assez sympa hein, parce qu'une fois qu'on a compris ça on les regarde de façon un petit peu différente. Mais donc, c'est toujours très neuf d'ailleurs, ah bah oui. C'est marrant. Après la caserne de Beaune ça a été réhabilité en grande part, enfin il y a des bâtiments neufs et après ils ont réhabilité la caserne et le terrain, c'était quand même longtemps été un endroit un peu fermé au public et qui n'était pas du tout utilisé. Le parc Ouagadougou, il est pas mal aussi, il est pas loin derrière la MC2 et c'est aussi un parc où ils ont réhabilité tout plein de nouveaux bâtiments mettant en plus de la mixité sociale dans ces immeubles-là et toutes les eaux pluviales de toiture et de ruissellement sont déconnectées et atterrissent dans ce parc-là. Mais c'est pas dit en fait, si tu y vas, tu vas pas le voir et c'est un peu ça qui est dommage. Ça manque de culture un peu d'hydrologie urbaine. Un design du parc est hyper recherché. Des réflexions hyper importantes et toi tu arrives, tu te dis il y a des pelouses et des arbres. Exactement. Alors qu'en réalité il y a énormément de systèmes, le parc en lui-même est un système pour lutter contre... en fait le parc en lui-même est un ouvrage hydraulique et on ne le voit pas. Oui, c'est comme un barrage, un barrage est un ouvrage hydraulique, donc le parc en lui-même est un ouvrage... Oui, tout à fait. Et une autre chose qui est hyper importante et qui marche plutôt et qui c'est important à savoir, les eaux pluviales c'est des eaux qui sont polluées. Si tu ouvres la bouche et que tu captes l'eau qui te tombe dessus, elle a peut-être drainé un peu de pollution atmosphérique, mais globalement, tu vas t'en sortir. Par contre, si tu bois une tasse d'une flaque d'eau en ville, je pense qu'il y a de bonnes chances que tu sois malade. Voilà. Personne, mais c'est bête, parce que dans l'imaginaire commun, l'eau pluviale, ça ne devrait pas être sale. Ça devrait être propre, Mais ça se salit parce que ça ruisselle sur tes surfaces urbaines, quelles qu'elles soient. C'est une eau très polluée, du coup, en ville ? Oui, c'est une eau qui est très polluée. Notamment, elle est très chargée en ce qu'on appelle les micropolluants, c'est tous les éléments traces métalliques, les hydrocarbures, les HAP, mais juste parce que ça ruisselle sur les peintures de nos murs, sur les surfaces bitumées, sur tes crottes de chien, sur les peintures de tes carrosseries. Et plus ça ruisselle, donc plus l'eau fait du chemin sur ta ville, plus elle se charge en pollution. Donc, si je comprends bien le problème... Quand tu parlais du réseau eau pluviale, eau usée, en fait, l'eau pluviale peut presque être considérée comme une eau usée. Bien sûr. Oui, complètement même. Ah ouais, carrément. Et donc, il y a un intérêt aussi à la traiter. Oui.
Ok. Tout le problème des déversoirs et tout en cas de... Exactement. Ouais. Donc, quand c'est bien fait, parce que le problème de la steppe, même quand tout va dans le tuyau, le problème de la steppe, c'est que la station d'épuration, elle traite majoritairement des eaux usées, pas des eaux pluviales. Donc la pollution de l'eau pluviale, quand même, globalement, elle termine dans ton milieu récepteur et voilà, ça se passe comme ça. Dans le meilleur des cas, les eaux pluviales sont traitées et une des très bonnes façons de traiter l'eau, c'est par infiltration. Le sol est un super filtre. On est quand même bien loti par la nature. Le sol est un super filtre. Il capte 90% de la pollution particulière, donc qui s'est déposée sur des petites particules. Elle est traitée dans les 20 premiers centimètres de ton sol. Donc en dessous de 20 cm de sol, ouais, tu as quasiment une eau de qualité potable. Une eau quasiment potable. Oui. Si tu l'as fait infiltrer là où elle tombe, pas si elle a ruisselé pendant 2 heures sur ta surface urbaine et qu'elle est méga chargée. Donc si tu as un toit végétalisé qui fait 40 cm de hauteur, tu peux récupérer l'eau presque. Ouais. Tout à fait. C'est fou. Donc, je vais faire ça chez moi. Je vais demander au syndic. Ton sol, il est pollué, hein, on est d'accord, par contre, parce qu'elle ne disparaît pas, hein, c'est pas de la magie. Donc, tu ne plantes pas tes plants de tomates sur l'endroit où tu récupères tes eaux de ruissellement qui ont, par exemple, traversé ta route. Mais c'est inerte. Et il vaut mieux que ça soit là qu'en circulation dans ton cours d'eau. Voilà, donc c'est une façon de faire. Dans tous les cas, on pollue. Et on conclut toujours par... Après, on pollue de toute façon, donc moins on émet à la base, moins on retrouve de polluants au final. Mais voilà, c'est une façon de traiter de l'eau de façon qualitative qui est plutôt... Oui, la solution, ce serait d'avoir des villes beaucoup moins polluées, ça c'est sûr. Ah bah oui. Mais effectivement, je n'avais pas vu venir ça, alors que c'est complètement logique. L'eau pluviale, évidemment, que plus elle traverse la ville, plus elle est polluée. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui se disait, lorsque tu as des grosses inondations, il y a toujours des messages d'avertissement en disant attention, ne buvez pas l'eau du robinet, achetez... dans certaines villes, tu as acheté de l'eau en bouteille parce que c'est moins dangereux. Tu sais pourquoi ça? Non. Parce qu'en fait, quand il pleut, ton sol, il infiltre quand même une partie de l'eau. Et ça a un peu raccord avec ce que je disais tout à l'heure. Vu que tes tuyaux, ils ont été construits il y a 100 ans en béton, on a des gros problèmes de porosité sur nos réseaux d'eau usée. Et d'eau potable aussi parfois. Donc ça fuit. Et ça fuit et tu as de l'eau qui peut s'infiltrer, s'exfiltrer. Donc on est capable de pourrir. Alors les eaux usées, on s'en fiche, elles sont déjà sales, mais par contre, on est capable de polluer éventuellement notre eau potable. Et donc les nappes phréatiques aussi en dessous Oui. Ah. Et donc les nappes phréatiques aussi. Mais c'est pas forcément l'agriculture et l'industrie, je pense, polluent beaucoup plus que même une ville, même une grosse agglo. Il faut remettre des échelles aussi. Voilà, il faut remettre des échelles de rejet quand même. D'accord. Et donc la solution que toi tu dis, beaucoup d'ailleurs... C'est pas la mienne de solution, non, on est d'accord. Je l'ai lu dans des choses que tu as écrites. Bon, ça va. C'est justement de traiter le problème à la source, tu dis le plus en amont du bassin versant. Ouais. Parce que tout à l'heure, on parlait du bassin versant à l'échelle de montagne, à l'échelle de Grenoble. Mais là, cette ville-là est un bassin versant. On est d'accord, la ville qu'on a représentée. Carrément. Donc, et même ta maison ici, qui est connectée à ton réseau ici, ça, c'est un mini bassin versant. Oui, c'est un petit bassin versant. Ouais. Et donc, c'est une des solutions. On parle de traiter le plus en amont possible. Oui, c'est ça. Et de faire en sorte que l'eau ruisselle le moins possible. Ouais. Okay. Alors même qu'on a construit des villes pour que ça ruisselle fort. Oui. Oui, ok. Je crois que j'ai saisi le paradoxe. Exactement. Et l'intérêt des petits dessins sur la ville entonnoir. Et donc là, sur la ville entonnoir, c'est ta ville tout tuyau. Tu prends toute l'eau et puis quand il pleut beaucoup, tu as un énorme débit d'eau à l'exutoire et tu l'emmènes hors de la ville. Et donc forcément, ça atterrit dans l'environnement. Ici, c'est une ville où tu as mis un peu plus de tuyaux partout. Tu as essayé de faire du séparatif. Donc c'est un peu moins pire, mais tu as quand même des grosses mailles, ça retourne à l'environnement avec des grosses mailles, et surtout on a toujours notre ville qui est complètement déconnectée du sol sur lequel elle est, et la ville vers laquelle on voudrait aller, c'est ce qu'on appelle la ville éponge, où le sol récupère un rôle de sol, avec de la gestion de la végétation, de la gestion de l'eau, de l'infiltration de l'eau, et du coup de l'évapotranspiration, et voilà, un cycle un peu plus normal. Et donc, si tu remets de la nature en ville, tu réduis les îlots de chaleur, tu traites l'eau, tu remets de la biodive en ville. Il y a tous les co-bénéfices dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Ils sont très bien détaillés dans ce qu'on appelle la marguerite des usages, où il y a tous les bénéfices de cette gestion décentralisée.
C'est assez fou quand même quand on y pense. Et d'où ce dessin incroyable d'immeuble, qui est une vraie image d'ailleurs. Ouais, ça c'est une vraie image. Ça existe vraiment cette ville. Tu veux nous en dire 2 mots ou c'est simplement un exemple qui toi te parle parce que tu le trouves... je le trouve esthétique en plus, cet immeuble. Ouais, c'est super bien. Alors, il y a des exemples très localisés dans plein de villes dans le monde, aux États-Unis, à Tokyo, à Hong Kong, où tu as des espèces c'est presque des sites pilotes avec des architectes qui se sont vraiment lâchés sur la végétation. C'est très joli, je suis incapable de dire si c'est fonctionnel en termes de gestion des eaux pluviales. Mais l'idée, c'est quand même un petit peu ça. En fait, dans tous les cas, soit tu arrives à faire en sorte que ta végétation, elle utilise l'eau qui lui tombe dessus, soit si tu n'es pas capable de la gérer, tu peux aussi la déconnecter. C'est-à-dire que tu la mets momentanément dans un petit tuyau qui va jusqu'à une zone pas loin, un parc, un jardin, où tu peux infiltrer dans un endroit où c'est possible d'infiltrer. Alors ça, c'est la déconnexion du schéma qui t'a fait bugger. Voilà. Parce que quand j'ai commencé à me renseigner pour l'émission, j'ai cherché, je me suis dit, bon, l'hydrologie, ça ne doit pas être bien compliqué, le cycle de l'eau, je connais, ok, ça va, nappe phréatique, je vois ce que c'est. Et je vois tout le monde qui commence à parler en hydrologie urbaine de déconnexion des eaux pluviales. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi? Pourquoi on veut déconnecter l'eau de la pluie? Comment on fait? C'est quoi? Non, en fait, c'est juste déconnexion du tuyau. Oui, donc en fait, on déconnecte du tuyau pour éviter qu'elle ruisselle, qu'elle aille dans notre système. Qu'elle aille dans notre système de tuyaux. Tu essayes d'empêcher l'eau pluviale de réintégrer ton réseau. Et donc, pour ça, il faut quand même une ville qui soit adaptée. Parce que si tu es dans une ville où le sol est complètement c'est pas possible. Ouais, tout à fait. C'est pas possible. Ouais. Donc là, tu peux le mesurer. Il y a un indicateur qui s'appelle le coefficient de ruissellement, le coefficient d'imperméabilisation qui arrive à te donner un pourcentage de ta zone de ville qui est capable d'infiltrer ou de faire ruisseler l'eau. Un centre-ville urbain, tu es imperméabilisé à 0 à 90%. Le campus, c'est 50%. 50% à peu près. Voilà. 50% imperméabilisé. C'est beaucoup ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. C'est peu pour une ville. C'est peu pour une ville. C'est peu pour une ville. Ouais. Ok. Ouais, c'est peu et pour une ville. Je crois, si on va dans tes slides, tu avais envoyé une image comme ça du nombre de ruissellements. Si la régie peut retrouver, alors ça, bon courage. là, je leur fais pas un cadeau. Pour la quantité d'eau qui ruisselle en fonction du taux d'imperméabilité du sol. Ah oui, c'était la photo avec les 4 petites images. Ça, c'est l'effet de la ville sur le cycle de l'eau, finalement. Sur le bilan hydrologique, exactement. Exactement. Vous êtes trop fort. Donc, en gros, le bilan hydrologique très classique et très simpliste, c'est de se dire que tu as un système qui a ton bassin versant, d'accord ? Et ce qui rentre, c'est ta pluie, donc c'est les précipitations. Cette pluie, s'il pleut 100%, par exemple, si je prends le schéma en haut à gauche, la surface naturelle, s'il pleut 100% sur des surfaces naturelles, il y a 40% qui s'évapotranspirent par la végétation. C'est quand même énorme, quasiment la moitié. On n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait... C'est pour ça la végétation, c'est un méga rôle quand même. Ah ouais. Tu as quasiment la moitié qui part juste par évapotranspiration. Ouais. Donc refaire des nuages et repartir dans le... Ouais, exactement. Et surtout, pas s'infiltrer et pas ruisseler. Oui. Donc, tu as 40% qui s'évapotranspirent, tu as quasiment 50% qui s'infiltrent, donc tu as une différenciation entre infiltration profonde et infiltration de subsurface, qui peut être utilisée par les végétaux aussi, et tu as seulement 10% qui ruissellent. Ça, c'est sur un terrain vraiment surface naturelle. Et après, les 3 icônes d'après, les 3 images d'après, c'est suivant le degré d'imperméabilisation. Donc, typiquement, un centre-ville urbain comme Place Grenette, on est sur l'encart en bas à droite, ou sur 100% d'une pluie qui tombe, tu vois qu'au lieu d'évapotranspirer 40%, tu évapotranspires plus que 30%, mais c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, finalement, tes bâtiments, ils transpirent et ils transforment de l'eau liquide sous forme de vapeur quand il fait chaud. Mais surtout, tu augmentes à fond le ruissellement et tu réduis à fond tout ce qui s'infiltre, parce que ta surface, elle est imperméable. On te l'a bâchée, on te l'a macadamisée. Donc voilà. Et c'est ces 50%, 55% de ruissellement qui pose un problème parce que cette eau qui ruisselle va dans ton réseau, dans le meilleur des cas. Et donc possiblement dans ta rivière directement. Trop bien. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les villes, elles sont quand même amenées à changer de gestion parce qu'en fonction du nombre de déversements, elles payent une amende. Ah oui, elles payent une amende, il y a quand même des quotas. Ouais, elles sont réglementées. Je suis tombé sur un cours d'hydrologie sur YouTube, je ne sais pas ce que ça valait, mais qui était intéressant, où il parlait des seuils
à partir desquels, en fonction de l'intensité de la pluie, quels étaient les seuils qu'on s'autorisait, et qu'en fait, en pluie faible et tout, on pouvait protéger l'environnement, éviter au maximum de déverser les eaux pluviales, et donc permettre de les retraiter et d'éviter des rejets de pollution. Mais que plus on augmentait dans l'intensité de la pluie, moins on était regardant entre guillemets sur l'eau qui devait sortir, parce que il fallait protéger des infrastructures, il fallait protéger des humains. C'était dans le cas on était vraiment dans le cas des catastrophes naturelles, vraiment les plus très intenses, comme on a vu à Valence en Espagne il y a quelques mois, dans la vallée de la Roya. Bon, là c'est même un autre niveau, parce que c'est en fait carrément, on a de la destruction massive de bâtiments. Mais c'était intéressant, et justement il parlait des amendes que tu dois payer, parce que tu as des seuils, et donc tu évites de trop rejeter.